Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Félix, qui après avoir fait 6 ans d'études en droit, a décidé de se réorienter dans les études à Montréal. En effet, doctorant en sociologie et spécialiste dans les relations amoureuses et sexuelles, il est venu nous raconter son histoire et répondre à vos questions. Si vous aussi vous avez un métier, une expérience de vie, de voyage ou d'immigration à raconter, vous commencez à connaître la chanson par cœur. rtva.contact@gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire, on sera ravis de vous recevoir. Sinon, vous avez aussi nos réseaux sociaux afin de poser vos questions à nos futurs invités et profiter de contenus exclusifs. Mais le meilleur moyen pour nous soutenir, si vous appréciez le contenu, reste de liker, commenter et partager nos vidéos, ainsi que de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune future publication. Merci beaucoup et bon épisode. Bonjour Félix. Salut, Merci d'avoir accepté l'invitation pour RTVA, pardon. c'est un plaisir. Donc là, on est venu te voir à Montréal. Donc toi, pour te présenter rapidement, tu as 36 ans, tu fais tes doctorats en sociologie. Et ça fait depuis 2019 que tu es à Montréal. Donc tu vas venir nous parler un peu de ton parcours, que ce soit pro ou personnel. Donc bah voilà, quoi. Pour commencer, si tu peux, toi, te présenter plus en détail sur ton parcours, toi-même avant de venir au Québec, qu'est-ce que tu as fait avant, tout ça, quoi. Alors, il y a 45 millions d'années, non, on va pas partir aussi loin. J'ai eu mon bac, donc fini fin du lycée en 2006 en France. Et je rêvais, je voulais une formation vraiment pluridisciplinaire où je toucherais à plein de choses, etc. Et j'ai vu le programme de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, l'IEP, Sciences Po comme on dit. Et en voyant le programme, je me suis dit, ah, je veux tellement aller là. J'ai passé le concours, je l'ai raté évidemment, parce que bon, on était très nombreux pour pas beaucoup de place. Ouais, Et donc je me suis retranché sur ce qui était ce qui ressemblait le plus, à mon sens à l'époque, à ça, donc le droit. Donc j'ai commencé une licence de droit en France, à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. J'ai raté la première année. J'ai redoublé, j'ai passé péniblement la première année pour arriver en deuxième. J'ai raté ma deuxième année parce que c'est compliqué. ouais, le Puis droit, ouais, c'est pas réputé c'est passionnant, facile, hein, mais ouais. je déteste bachoter. Alors, voilà, t'as 100, 150 pages de cours, puis on te dit apprends par cœur. Non, Mhm. je peux pas. Mais je trouvais ça passionnant. Donc après, je suis parti dans le nord de la France. J'ai fait un DUT, IUT, donc un diplôme universitaire de technologie en droit, Ok, carrière donc juridique. toujours dans le droit, ouais. Toujours dans le droit, je me suis entêté. Là en Picardie, à 40 km de Marly-Gaumont, pour ceux qui Ok, connaissent Camille, ouais, Marly-Gaumont, j'étais la là. référence. Voilà, je connais bien le coin. Donc pendant 2 ans que j'ai fait une troisième année de droit à Aix-en-Provence, que j'ai raté. Ok, Et puis là, je suis parti sur un an où j'ai travaillé comme surveillant dans un internat dans le sud-ouest de la France. donc la petite pause, ça quoi, petite pause dans les études plus C'est travail, ça, quoi. pour savoir genre qu'est-ce que je fais, où est-ce Ouais, que donc je là, vais. t'as vécu, toi, un post-bac pas mal à te chercher, quoi, entre Parce que bon, c'est vrai que on nous demande assez tôt de vouloir qu'est-ce qu'on veut faire et tout, puis on se rend compte très rapidement qu'il y a très peu de gens qui savent ce qu'ils veulent faire assez tôt, quoi. Donc t'as connu la petite période un peu échec, mais qui n'est pas, je pense, sans mal aussi. Ça t'a permis, toi, au moins de trouver ce que tu n'aimais pas faire. Peut-être c'est déjà pas mal. C'est ça, parce que oui, bah, je n'ai pas des parents ultra fortunés, mais Hmm. j'ai jamais manqué de rien. Et c'est vrai qu'à certains moments, je me dis, hey, je suis encore étudiant à 36 ans, mes parents peuvent m'aider ponctuellement, mais c'est assez rare. Mais à l'époque, je me dis, putain, j'ai quand même fait des allers-retours, etc. Le l'IUT, c'est sur leur conseil. Ils m'ont dit, bon, au moins, tu auras une formation diplômante. Et c'était une bonne idée, mais comment dire, je me dis des fois, ouah, j'ai dû leur coûter cher quand même. Mais d'un autre côté, ces années, elles ont été super utiles parce que, oui, ça m'a permis de me former, de réfléchir, de découvrir d'autres personnes, Ouais. de faire de belles rencontres, etc., qui m'ont finalement forgé, qui m'ont beaucoup apporté et qui, je pense aussi, si je réussis bien mon doctorat actuellement, c'est parce que j'ai pris le temps. C'est-à-dire, je suis pas. Alors, bon, généralement, on est plutôt doctorant vers la trentaine, mais il y en a qui peuvent à 24, 25 ans déjà être doctorants. C'est pas qu'ils sont moins bons, hein, il y en a des gens très bons, Mhm. mais
Ouais, c'est Des pas le fois, même voilà, rythme, quoi. le vécu peut aider à ça. Mm. Donc en fait, euh, cette année où j'ai arrêté mes études de droit, bon, j'ai travaillé pour avoir un peu d'argent, mais c'était aussi très questionnant. Et puis j'ai un ami qui a fait les meilleures écoles en France, droit à Panthéon-Assas, donc super fac de droit. En même temps, il faisait Sciences Po Paris, donc c'est Ok. très prestige. Et lui m'a dit, écoute, fais ce qui te plaît, c'est la meilleure façon de bien le faire. Parce qu'il dit, tu peux faire du droit et le faire moyennement et pas être passionné et en avoir marre, très vite. Ou tu peux partir sur un truc qui va te plaire et tu vas bien le faire et tu vas aller à fond là-dedans. Et donc à l'époque, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Depuis que je suis tout petit, j'ai une famille qui adore l'histoire. Et je suis un pacifiste convaincu, mais j'adore l'histoire militaire, l'histoire de la guerre. Je vous recommande d'ailleurs la chaîne Sur le Champ, qui est une chaîne incroyable là-dessus. L'animateur Quentin fait un travail de dingue, et académique aussi d'ailleurs. Et donc je me dis, ah, je pourrais peut-être aller en histoire pour faire voilà, historien militaire, ça existe, j'aime beaucoup ça. Ou alors les relations amoureuses, intimes, sexuelles, etc. me fascinent depuis que je suis assez jeune, on va dire ça comme ça. Donc je me dis, tiens, la sociologie, pourquoi pas. J'ai eu une période où je me suis intéressé au coach en séduction. Ouais. Ça me, un soir à 21h chez moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gars qui apprennent à draguer à d'autres personnes? Tout innocent, je vais regarder sur internet et là je vois que oui. Et j'y ai passé la nuit à lire des trucs, à dire, c'est quoi ça? Alors il y avait des fois des trucs, j'étais là, putain, c'est très sexiste quand même. Puis d'autres qui avaient des analyses intéressantes, puis ça m'a toujours Oui, questionné. tout Donc, n'est pas forcément à mettre dans. C'est ça, encore une fois, quand tu décortiques un sujet, je pense que tu remarques vite que c'est pas juste, on voit pas juste, enfin, il n'y a pas qu'une face de ce sujet. Je pense que dans n'importe quoi, tu vois, tu as des subtilités une fois que tu t'y intéresses vraiment et que au final, tu trouves, toi, ta façon d'exercer cette chose qui paraît, bah, là, notamment la drague ou dans notre temps avec bah, surtout MeToo, tout ça, on va dire, ouais, mais coach en séduction, regarde dans la rue, c'est plus. Non, mais tu peux potentiellement, toi, avec bah, justement ton passé, ton expérience et tout, amener cette touche et cette nouvelle façon d'exercer qui serait au goût du jour, quoi. hmm. Et c'est vrai que, ouais, Bah, il y a il y a les travaux de Mélanie Gourarier, qui est une docteure en sociologie en France, qui a travaillé sur les coachs en séduction et qui a montré tout ce qu'elle n'est pas. hum, C'est des grosses communautés masculinistes là-dedans. Il y a des discours de coachs qui sont des appels à l'agression, hein, on va ouais, pas ouais, se le cacher. Mais il y a aussi, je me mets là-dedans, des gens qui, on va considérer, alors c'est pas partout vrai, c'est pas, mais dans le milieu d'où je venais, où bah, c'est plutôt aux garçons de faire le premier pas, on va dire les femmes doivent être plus passives et les garçons plus hum, actifs, bon, avec tout ce qu'il y a comme problématique derrière, mais et c'est vrai que je me questionnais toujours sur comment aller, voilà, je comprenais pas pourquoi les bad boys étaient populaires et que j'étais là, mais comment ils font? Mais c'est pas cool ce qu'ils font, normalement, là, ça devrait pas. Donc les coachs, mais ça m'a fait du bien sur l'obsession amoureuse, j'ai très souvent dans le passé j'ai subi ça, hum. d'être l'amoureux éperdu, etc. Et j'étais tombé sur un site, alors je le trouve plus cet article-là, mais il était chouette. C'était une femme qui l'avait écrit sur l'obsession amoureuse et qui, je lui disais, hey, c'est pas grave, ça arrive, mais qui essayait d'expliquer de pourquoi ça arrivait. Et ça avait fait du bien et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'étudier ça d'un point de vue sociologique. J'avais fait un bac économique et social en Ouais, France, ouais. donc j'étais déjà un Oui, peu t'as le là-dedans. social, c'est ça, quoi, quelque part. Voilà, la sociologie, on en voyait. Et donc, je me dis, tiens, je vais aller en sociologie. Et donc, à 24-25 ans, me voilà revenu en deuxième année en L2 à l'université de Bordeaux en sociologie. Donc, je me retrouve avec des gens qui ont 18-19 ans à Ouais, peine, quoi. ouais, ouais. Alors que moi, j'arrive 25 ans, bonjour. Le décalage d'âge à cet âge-là est quand même un peu. Il y a des, c'est marqué. Et donc, waouh. Et j'ai réussi à trouver un job de surveillant aussi, donc ce qui m'a permis de payer mes études. Et donc, j'ai commencé mes études de sociologie à Bordeaux Ok. à ce moment-là. Donc, j'ai été jusqu'au master, donc 2017. Donc là, 5 ans, ouais, 5 ans d'études. Non, Ou non, 4. ouais, 4 t'es parce que rentré j'ai en pas là, L2. Ouais. voilà, 4 ans d'études. Mention bien, Donc là, ça te plaît, ça me toi, tu fais des plaît. stages, tu vois à peu près dans. Parce que sociologie,
Moi, à mon niveau à moi, c'est presque comme je te dirais, c'est l'informatique. C'est qu'autant il y a des codeurs, que autant il y a dans la sociologie, vers quoi toi déjà dans ces études-là, tu t'orientais déjà vers les relations ou en découvrant encore une fois, tu t'es dit ah peut-être ça. Enfin, comment s'est dépassé la découverte du monde de la sociologie toi en France à ton niveau? Alors moi, j'ai très rapidement voulu travailler sur les questions d'amour et de sexualité. Ok, ouais, La première année de sociologie m'a permis, alors j'avais pas de cours spécifique là-dessus, parce que le cours sexe, genre et sexualité, c'était ça le cours, c'était en première année, donc j'ai pas pu l'avoir, mais j'ai lu à côté, j'ai cherché à côté, puis vu qu'il y avait quand même un domaine où je commençais à me nourrir de ça. Et donc voilà, en troisième année, donc un an après mon arrivée, on devait rendre un travail de recherche là-dessus, sur voilà, le sujet de notre choix. Et moi, c'était un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps. C'était la ou les bisexualités. oui, parce qu'on parlait en off, ouais. Voilà. Le dernier ouvrage sur le sujet, c'était Catherine Deschamps. C'était 2002 ou 2004. Je crois que c'est 2002. Donc là, on était en 2014. Ouais, Donc ça datait quoi. ça commençait à dater. J'ai fait ma recherche là-dessus. On devait faire 40 pages minimum. J'en ai fait 120 pages, Ok, plus les annexes. Donc c'était un truc énorme. J'ai eu une super note. Et puis un prof m'a pris un peu sous son aile. On a organisé une journée de recherche là-dessus, enfin, un colloque. Et voilà, donc j'étais à mon université, j'étais monsieur sexualité, c'était monsieur vraiment, mais t'avais voilà, trouvé ta voie déjà j'avais trouvé ma voie. contrairement à la Donc j'ai pas fait de stage, ouais. mais j'ai fait des recherches, j'en ai fait trois, donc les bisexualités, les cours d'éducation à la sexualité et les applications de rencontres en troisième année, Ok, avec cette idée quand même de vouloir faire un doctorat, de vouloir aller dans la recherche. Déjà en droit, j'aimais ça, je me dis, tiens, un doctorat, ça me plairait bien, l'exercice du doctorat. Mais bon, comme je n'étais pas bon, hmm, c'était compliqué. Et donc là, en sociologie, je dis, j'y arrive, j'ai des bonnes notes, ce que je fais, c'est considéré, donc pourquoi pas faire un doctorat. ouais. Et Ouais, comme quoi, il suffit de trouver des fois, c'est le fameux la schéma d'Einstein qui te dit apprenez toute sa vie un poisson rouge à monter un arbre, il sera mauvais. Au final, c'est un peu ça, quoi. Toi, tu te retrouves à passer des 5 6 ans à te chercher, à te dire ça me plaît pas, je comprends pas et tout. Puis une fois que tu trouves ce qui t'anime, bah, tout de suite, ça découle, quoi. Hmm. J'ai travaillé, hein, je me souviens, l'été, entre ma deuxième et ma troisième année, j'ai passé l'été à lire des livres, Hmm, à creuser sur les questions d'identité, m'intéresse aussi beaucoup, à aller, c'est une tradition que j'avais en France, beaucoup moins à Montréal, mais de prendre une pile de livres, d'aller me poser en fin d'après-midi l'été vers 16 17 heures dans un pub, en terrasse, prendre une bière et travailler. Et donc au début, tu es tranquille, puis après, plus la soirée avance, plus bah, les gens arrivent. hmm, Et je me souviens avoir passé des soirées entières à discuter avec des gens, parce que forcément, quand tu as sociologie de la sexualité, hmm. Ouais. sociologie des plans à trois, enfin, il y a une étude hein, sur les plans à trois, threesomes, c'est en anglais. Voilà, des livres sur les sexualités de groupe, bah forcément, ça attire l'attention des gens. Et donc, les gens, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, oh, bah, je travaille là-dessus. Et là, tu discutes et tu passes des heures. Et ça, j'aime ça. Ça se fait beaucoup moins à Montréal. Les gens te dérangent pas. Donc, Ouais. tu peux passer des heures à être là avec tes livres, puis à regarder autour et personne vient de parler. Mais j'aimais faire ça. Et donc, j'ai travaillé énormément sur ces trucs. Mais c'était un vrai plaisir. J'adorais ça. Et ce qui m'a mené donc jusqu'à la fin du master en 2017. Ok. Et là, je voulais faire un doctorat. Mais à l'époque, je me dis, bon. Enfin, mon travail de recherche en troisième année, mon prof m'a dit, si vous travaillez sur ces sujets-là, en France, on ne vous prendra jamais au sérieux. D'accord. Dit on Donc vous... sur ces sujets-là, donc pour bien recentrer, c'est sur les sujets de la sociologie de couple et sexuel. Si tu travailles là-dessus, tu ne seras pas pris au sérieux en France, quoi. C'est ça, D'accord. sur la sexualité, on ne vous prendra jamais au sérieux. Il dit on vous citera parce que... ouais, Faut c'est le en parler de temps sociologue en du temps, quoi. cul, Ouais. prout prout le sexe. On vous lira parce que ça permet d'être voyeur, mais tout en se cachant derrière la science. Non, mais c'est pour la science. Hmm. Donc les gens, voilà. Donc c'est encore un peu tabou. Mais il dit par contre, vous pouvez aller voir au Canada. Allez voir à Montréal, ils ont un département de sexologie, ça peut vous intéresser. Et en fait, dès ma troisième année, j'ai
j'avais contacté Martin Blay ici, qui est toujours d'ailleurs, qui est sociologue, mais qui travaille au département de sexologie, pour dire, bah voilà, je me tâte à peut-être venir faire une année d'études et mon doctorat, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, oui, il n'y a pas de problème, mais il dit, je vais te mettre en contact avec Chiara Piazzesi, qui est ma directrice de thèse. Et donc, en troisième année, je rentre en contact avec cette personne, cette chercheuse. Et je lui dis, bah, je vais peut-être venir l'année prochaine pour une année d'études. Et puis en France, non, mais la première année de master, c'est compliqué. Deuxième année, puis en deuxième année, ah, mais non, c'est ton année de master. Donc là, faut. Voilà. Donc Oui, finalement, ça. ce côté de la France de jamais trop aller se mouiller. Tu sais, de rester un peu. Non, mais là, tu vois, tu as une situation qui quitte pas cette situation, ça pourrait. C'est très français, ça, je trouve, hein. Je sais pas si c'est français, mais effectivement, on l'entend souvent. Et finalement, bah, ça a repoussé jusqu'au doctorat. Et à la base, je voulais faire une co-tutelle. Une co-tutelle à l'université, c'est que tu es inscrit dans deux universités, Ok. soit dans deux pays différents. Et souvent, au moment de ta recherche, ça doit se justifier. C'est-à-dire que tu vas faire une comparaison bah, France-Québec. Ou que tu vas, par exemple, en archéologie, tu as un terrain d'études dans un pays étranger pour que ce soit plus simple. Et ben, tu fais une co-tutelle, tu es inscrit dans une université française et je sais Mhm. pas, russe par exemple. Ouais. Et donc voilà, donc tu es inscrit dans les deux. C'est un vrai bordel administratif, mais ça peut se faire. Et moi, l'idée, c'était de rester en France pour avoir les financements français, mais mettre un pied en Amérique du Nord pour, parce qu'en termes de carrière, leurs universités, elles sont assez Ouais. prestigieuses, parce qu'il y a plus d'ouverture, etc. Et Et puis en donc, en débouché. finissant mon master, j'ai mis un an. J'ai passé un an à essayer de chercher des financements, à aller voir des entreprises, parce qu'il existe des thèses en France qui s'appellent les CIFRE. Tu fais une thèse avec une entreprise qui, bah, évidemment, faut qu'elle ait un intérêt à ton sujet de recherche, mais j'ai vu plein d'entreprises qui m'ont dit ouais c'est super, puis j'attends toujours des réponses 7 ans après. Ok, Donc la vache, ouais. voilà, m'ont toujours pas répondu. Des universités qui, bah, il n'y a pas beaucoup de financement en sociologie. Et au bout d'un an, ma directrice de thèse à Montréal m'a dit bon, allez, viens ici, on va se débrouiller, on va te trouver un financement. Ok. Alors, j'ai pu prendre la décision rapidement parce que mon cousin habite ici depuis 10 15 ans, donc lui, il a la nationalité, Ouais, donc pied etc. à terre, ouais. C'est Voilà, sûr, c'est c'est quand plus même très simple. pratique d'arriver à l'aéroport. Puis hop, là, t'as le cousin qui vient se garer devant et t'as Hmm. ton lit qui est prêt et tu peux aller chercher un logement dans des bonnes conditions. C'est quand même un Ouais. luxe assez incroyable plutôt que de faire les recherches d'appartements à distance ou prendre un Airbnb. J'ai pas eu à faire ça, c'est chouette. Et donc, je débarquais à Montréal en janvier 2019, il faisait -24. J'étais Oui, donc toi, ultra heureux. la décision s'est faite. Bah, t'as eu le côté, on t'a suggéré, mais beaucoup, c'est ça, on leur suggère le Québec ou le Canada pour des projets de carrière ou autres, et en plus de ça, facilité par quelqu'un de la famille qui est là, donc c'est sûr que, bon, bah, tu te dis, hop, excuse-moi, tu te dis, ouais, let's go, je prends ma chance, et puis donc, ouais, c'est ça, quoi, toi, t'arrives en janvier 2019, comment tu prépares ton départ? Est-ce que tu t'y vas, toi, pour finir des études, et puis après, on verra, tu te dis, t'immigres, tu sais pas trop, t'es dans quelle mentalité avant de venir Est-ce que tu t'es renseigné un peu sur comment ça se passe les cours ici, ton adaptation, tout ça? Alors, j'étais déjà venu en avril 2017 pour un colloque international où j'avais été pris, tout frais payé. Donc, Ouais, j'avais pu faire le voyage. Donc, j'avais déjà eu un aperçu. J'avais beaucoup aimé. Euh, Après, dans quel contexte je pars? Alors, j'étais en couple à ce moment-là avec quelqu'un en France. Et ça a été très compliqué. La relation était même compliquée. Donc, de dire, bon, en fait, je me dis, ça va me permettre de mettre un peu de distance aussi et d'être un peu tranquille. Donc le départ s'est pas fait simplement. Après sur mon adaptation, bah, j'en avais beaucoup parlé avec mon cousin ouais, sur les aspects pratiques. Pour ça, je suis à la même banque que lui parce que du oui, elle est très bien. Allez, je cherche pas, je vais dans cette banque-là pour tout ce qui est téléphone, pour tout ce qui est oui, démarche. oui, tu fais ce qui marche déjà, quoi. Ouais, Voilà, voilà. Mais comme beaucoup de gens de Français immigrés à Montréal en tout cas et au Québec, je sais que pour en avoir discuté avec certaines personnes qui te disent bah voilà c'est qu'elle t'es formé par des gens voilà qui t'expliquent tout ce que tu as à faire et ça fait partie de l'expérience ici. Sur l'université je suis un peu arrivé en mode
bon, je crois que oui, j'ai des cours à suivre, mais je sais pas tout. On verra bien. Et Ok. puis, T'es arrivé longtemps avant le début des cours? je suis arrivé une semaine, 10 jours après le début des cours. Ok. Parce que t'as fait quoi? T'as fait un permis Un d'études? permis d'études, en fait, la Tu te souviens des décision. démarches un peu à Ouais. l'époque? Pour rappeler brièvement comment avoir un permis d'études en deux, trois phrases. Je euh, crois que l'établissement t'accepte. Enfin, il y a deux, c'est trois ça. conditions. Il faut une lettre d'acceptation de l'établissement que tu veux fréquenter au Québec. Alors, ça peut être une université, mais ça peut être un cégep aussi, ou un collège. Euh, Ensuite, une fois qu'on a la lettre d'acceptation, il faut faire une demande. Alors, c'est une lettre, maintenant ça s'appelle une lettre d'acceptation de la province, Ok. qui s'appelle aussi au Québec le CAQ, certificat d'accueil au Québec. Mais au niveau canadien, ils ont mis ça en place. J'ai vu ça là au renouvellement de mon visa. Et donc, il faut faire la demande au Québec, donc montrer qu'on a bien les ressources financières nécessaires, etc. etc. Euh, Envoyer tout ça au Québec, attendre que les dossiers soient traités, et une fois que le Québec Ouais. a accepté, faire une demande au fédéral. Je Ok. crois que c'est le fichier IMM 5709, si je me trompe pas. Je l'ai vu beaucoup celui-là. Donc tout un dossier à remplir, mais c'est à peu près les mêmes documents qu'au Mais niveau. ça prend, ça prend des délais, quoi. Ouais, moi ça a été assez rapide quand je l'ai Ok. fait, mais c'était en 2018 que je l'ai demandé, donc il n'y avait pas eu la pandémie, il n'y avait Ouais. pas eu. Donc j'ai dû faire la demande début novembre. J'ai eu ma réponse début mi-décembre. Ah ouais. Mi-décembre, un mois et demi pour avoir voilà, et le CAQ et le fédéral. C'est assez rapide. Et il a fallu que j'aille déposer mes données biométriques à Ouais. Paris. Donc je crois que c'est le 27 décembre ou le 26 décembre. J'ai fait un aller-retour dans la journée Bordeaux-Paris en bus. Partir à 5 heures, revenir à peu près la Ouais, même j'avais heure. fait Limoges-Lyon moi, une journée aussi. Ouais, c'est pour les données bio, pareil. Ouais. Ça crame. Ouais. Et après, bah, on te reçoit un mail. Bon, bah, vous pouvez venir. Mais en fait, tu n'as pas le visa. Le visa, tu l'as à l'aéroport. Donc comment je me suis préparé? J'ai quand même aussi acheté beaucoup de vêtements froids, chauds, pardon, enfin, pour le froid, Ouais. le mélange, pour le froid, mais c'est super excitant. Parce qu'il y a un côté exotique, un côté Ouais. j'ai mon gros manteau, j'ai mes grosses chaussures, ce qui d'ailleurs m'a joué un tour, parce que on arrive à l'aéroport, je veux dire, hein, c'est le 14 janvier que je suis arrivé, ou le 13, je me confonds toujours. Et l'avion se gare dans le terminus, et moi dans l'avion, je dis bon, il va faire froid, vas-y, je mets mon manteau. Donc manteau, grosse capuche, puis j'arrive dans l'aéroport en mode hey, 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 je suis au Canada. Sauf qu'il faut passer Et l'immigration ouais. d'abord. Et ça peut prendre son Et temps. Ouais. ça, et moi je suis arrivé à 19h, je suis sorti à 21h30 de l'aéroport. Donc il y a une espèce de pic d'énergie quand tu arrives, puis pouf, tu t'assois à l'immigration, puis au moins le pic descend progressivement, t'as chaud, t'enlèves ton manteau, t'es là. Alors au début, t'es là, puis Quand bon, est-ce que je ils vont passe? se manier la journée. Ouais, ouais, ça a été assez rapide. Moi, j'ai pas eu ce souci-là, mais ouais, pour certains, c'est vrai que, notamment à Montréal, vu qu'il y a plus de monde qui débarque, c'est plus long. C'est ça, Ouais. puis moi je suis arrivé hors période. Il y a des périodes dans l'année où souvent, par exemple, août, où il y a toutes les vagues d'étudiants qui Hmm. arrivent pour la rentrée. Donc là, il y a une file spéciale. Mais moi, je ne l'ai pas eu parce que c'était en plein mois de janvier, que c'était, voilà, il y a moins de monde. Donc il y avait 3 agents, puis des fois il n'y en avait plus qu'un, et puis ils partaient, ils revenaient. Alors, je me suis mis en mode sociologue, donc j'ai observé ce qu'ils faisaient, mais j'étais là à un moment. Puis surtout, je suis vapoteur, donc j'étais là, j'ai la nicotine, ça fait 10 heures que j'ai pas pu vapoter, j'en peux plus. Mais je fais genre, je râle, mais ça me faisait rire. Ouais, ouais, non, non, mais c'est les petites, c'est marrant quoi, c'est les souvenirs à chaque fois les premiers, chacun ses souvenirs de quand t'es arrivé, toi c'est quoi qui reste, et bon, bah, toi ça a été la douane, ouais. Et le -24 en sortant Ouais, est un bonheur. Moi j'aime le froid. ouais, ouais, La chaleur, je déteste je ça. comprends, Tu ouais, peux je suis lutter pareil. contre le froid, pas contre la chaleur à un moment. Je suis totalement d'accord Voilà. avec toi. Et d'arriver devant l'aéroport et avoir ce froid là qui te brûle le nez, qui te serre les pores de la peau et te dire, il y avait une sensation d'être à la maison. Ouais, D'être. Ouais, je sais que je dois être là et ça me plaît. Alors évidemment, fatigué, épuisé, tout ça, mais c'était le début, puis il avait neigé, il y avait plein de ouais, neige, puis ouais, hein, c'est ah, la nuit de noces qu'on appelle ça, là, quand t'arrives, c'est c'est tout. ça. Et justement, en parlant de ça, du coup, quand tu reprends tes cours,
est-ce que tu trouves qu'il y a... Tu arrives à reprendre la même étape que si tu avais fait tes études ici, déjà, ou est-ce que tu as dû refaire une équivalence un peu, reprendre une année avant? Et est-ce que avec ton savoir français, tu as réussi à raccrocher les wagons ici en termes de savoir? T'as pas eu du mal à... Il te manquait pas... Est-ce qu'il te manquait du savoir ou est-ce que tu en avais même en trop, tu étais plus ou moins mieux formé? Comment... C'est pas une question de trop, mais moi non, j'ai pas eu à faire ce qu'ils appellent une propédeutique ici, c'est-à-dire j'ai une amie qui a fait ça, par exemple, qui a fait une année d'échange en sociologie à l'Université Laval, au Mhm. Québec, et qui a voulu s'inscrire en sexologie, et qui a pu s'inscrire en sexologie, mais qui était en propédeutique, donc il y avait des cours de rattrapage Ok. supplémentaires. Mais elle était au bac, donc Mhm. baccalauréat, donc la licence en Oui, France, ouais, c'est ça, ouais. Le bac ici, donc elle était au bac au Québec qui équivaut à la licence en France. Ouais. c'est ça, voilà. Donc elle a dû faire ça. Moi, au doctorat, non. Mais j'étais déjà passé devant. J'avais une. Au moment de ma sélection ici, voilà, j'ai montré ce que j'avais fait, la liste Ouais, des cours, etc. Donc ils ont jugé que c'était bon. ok. Quand c'est dans le même domaine d'études, c'est possible. Quand c'est pas dans le même domaine, il peut y avoir des équivalences où voilà, on peut se faire refuser. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai eu un peu de décalage en termes de manière d'aborder le cours, etc. Alors je suis à l'UQAM en plus, donc l'Université du Québec à Montréal, qui est différente d'autres universités. C'est un peu l'équivalent des universités type Vincennes, des universités fondées post-68, très de gauche. Ok. Par exemple, à l'UQAM, il y a ce qu'on appelle une entente d'évaluation. Mhm. Que je sois, Quand j'ai été étudiant, j'ai eu ça, et en tant qu'enseignant, j'ai eu ça aussi. C'est-à-dire qu'au début de la session, que nous appelle ça, du semestre, le prof arrive et dit bah voilà ce que j'attends de vous dans mon cours. Donc les objectifs, ce que les gens vont devoir apprendre. Et il dit bah je voudrais vous évaluer comme ça, comme ça, comme ça. Par exemple, bah, j'aimerais faire deux exposés oraux, trois rendus sur table, et à la fin un devoir sur table. D'accord. Et donc c'est écrit, Ouais. et la classe peut discuter et dire non, on veut pas ça. D'accord. Par exemple, moi ça m'est jamais arrivé. Mais je sais qu'il y a une amie dans son cours, elle avait un devoir sur table à la fin, puis il y a une étudiante qui a dit ah, moi je suis pas trop pour, j'ai pas envie d'avoir un examen sur table. Ils ont discuté, finalement, la classe s'est mise d'accord à voter, et ils ont décidé pour un rendu à la maison. Donc, un travail final à la D'accord. maison. Ok. Et le prof, là à ce moment-là, le Ah, prof, moi c'est inimaginable en France, ce genre de truc, quoi. ouais. Moi quand je suis prof, je sors de la salle à ce moment-là, je les laisse débattre. Ok. Ouais, Je leur laisse souvent une semaine. Bon, je laisse pas une semaine dans une salle et ouais, ouais. vous sortirez quand vous serez d'accord. Abemous papam, tu vois. Je les laisse une heure, une dizaine de minutes à discuter. Puis je leur dis bah voilà, vous pouvez discuter entre vous. Puis la semaine prochaine, vous me donnez votre réponse. Ok. Et voilà. Souvent ça passe. C'est pas trop discuter, mais ça peut être questionné. Puis si il y a une tension un moment dans la classe sur les modalités d'évaluation, on va te le dire, on va sortir l'entente d'évaluation et dire bah Ouais, ouais. voilà, On s'était mis d'accord. c'était écrit comme ça. Donc tu arrives la première fois, tu fais what the fuck, Ouais, c'est quoi ouais, ce ouais. truc, quoi, tu vois. Je trouve ça fun. Il peut y avoir des dérives, mais c'est intéressant, tu vois, d'impliquer quand même les étudiants et les étudiantes Ah, bah, carrément. Moi, je trouve que voilà. c'est parce que c'est même, je trouve que la manière d'évaluer qu'on a toujours connue, c'est-à-dire réviser toute une année pour avoir un examen final où en fait tout ton travail d'un an est jugé sur un moment donné. Mhm. C'est-à-dire que mentalement tu peux être moins bon à ce moment-là pour une raison X ou Y, physiquement aussi. Enfin, il y a le contrôle continu, je trouve que c'est ce qui marche moi à mon niveau, hein. Je trouve que c'est ce qui est le mieux Mhm. d'évaluer quelqu'un et c'est vrai que bah, c'est des choses, on a l'impression qu'évoluent pas trop la façon d'enseigner et de noter, surtout d'évaluer les gens et de laisser la possibilité aux élèves. Je trouve que c'est ingénieux, c'est novateur, c'est génial, quoi. Oui, alors après, il faut savoir qu'ici, les études coûtent quand même plus cher qu'en France. Ouais, Moi, mon année de master, je devais payer 110 euros à l'année. ok. Ouais, Euh, l'inscription à l'université, quoi, c'est ça. voilà, En pour tant que... l'inscription, pour avoir un accès à la base. Ici, une session de doctorat, c'est du... Alors, tu payes plus cher au début, puis plus tu avances, moins tu payes, parce qu'en fait, ils se remboursent, entre guillemets, sur le début. Ils gagnent leur argent sur le début de ton doctorat, Ok. puis après, c'est moins intéressant pour eux. Mais c'est du 1 200 $ par session. Donc, t'as combien de sessions en un an? 3. Automne, hiver, été.
Ah ouais, 3 sessions, Tu donc as ouais, ouais. 3-4 000 dollars par an à l'UQAM, c'est pas les plus chers, hein. L'UQAM, c'est appelé ici l'Université du Peuple. C'est une université fondée des années 70 pour permettre la massification de l'enseignement supérieur, et donc il y a encore ce côté-là. Mais d'autres universités, c'est beaucoup plus cher. Les étudiants français et françaises payent autant que des étudiants québécois, parce qu'il y a Oui, différents niveaux, ouais, niveau il y a une québécois, entente. canadien et internationaux. Les étudiants internationaux hors France et Belgique, je crois que la Belgique aussi c'est le cas, ils payent autant que nous. Ils ont Ouais, un accord avec le Canada, mais sinon c'est beaucoup plus cher. ok. Des universités comme McGill, université anglophone de Montréal, qui est très prestigieuse, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte très cher. Et c'est là où toi, peut-être pour obtenir parce que ouais, après 1200 pièces, ouais, il faut travailler, il faut les avancer avant, puis après tu travailles, toi, Mm, je pense, pour pouvoir t'assurer derrière, quoi. Mais oui, c'est ça, c'est en termes de coût de la vie, vu que là, toi, t'es doctorant. ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si tu as été euh, diplômé ou si tu es en cours de le terme doctorant, tu sais, comme dire, t'es bachelier ou pas. T'es euh, doctorant quand t'es en cours, t'es ok, docteur quand t'as fini. voilà, ok, très bien. Et du coup, en tant que doctorant, pour un permis études, parce qu'on sait que là, les étudiants peuvent travailler 20 heures semaine, je crois. Toi, est-ce que tu as les mêmes contraintes Alors ça change, hein, les règles d'immigration changent régulièrement. Euh, à l'époque, quand je suis arrivé, on avait le droit de travailler 20 heures semaine hors campus, Ok, et c'était illimité sur le campus. Mais les contrats sur le campus, c'est des contrats type enseignant, prof, ouais, correcteur, etc. Donc, il y a pas, quand tu arrives, on te demande quand même un peu de faire tes preuves, on ne te donne pas un contrat comme ça. Donc ça a pris 2 ans et demi avant que... voilà. Il y a eu la pandémie aussi, on va pas se le cacher, qui a quand même changé les choses. Et le gouvernement fédéral a aboli cette limitation des 20 heures semaine. Je crois que maintenant on peut travailler autant qu'on veut à d'accord. côté. Ouais, Il y a ouais, j'avais pas juste une suivi. limitation. On n'a pas le droit de travailler dans le domaine du sexe. Donc les Oui, bars de le PVT, danseuses, ouais, le PVT, c'était pareil, ouais, on l'avait voilà, regardé. tout ce qui est massage. Massage, donc ici c'est avec happy ending, hein, Oui, ouais, c'est pas ouais. les spas, ça n'a rien à voir. Ils font vraiment la différence. Massage, souvent, il y a de la sexualité, donc ça c'est interdit. Les bars de danseuses, hein, avec les pôles, etc. On n'a pas le droit de travailler là-dedans. Et l'industrie pornographique, puisque Montréal est une des plateformes mondiales de la pornographie. Pornhub est à Montréal. Oui, il y a un reportage là-dessus qui est Voilà. sorti, que j'avais regardé, ouais. Ouais, donc ouais, c'est vrai que tout ce milieu-là, t'as pas le droit, mais après, voilà, quoi, toi, t'arrives à subvenir, toi, à tes besoins en tant que doctorant. Ça a été compliqué au début, je dois avouer, parce que bah, quand on arrive de France avec des euros, c'est super intéressant. Parce que Ouais, l'euro est plus fort que le dollar, les prix paraissent pas chers, notamment de l'immobilier, enfin à l'époque en tout cas, quand on arrive, oh, ça va, c'est raisonnable. Et puis quand tu te mets à travailler avec un salaire d'ici, en fait le niveau de vie est à peu près équivalent. ouais, moi je Euh, trouve aussi que c'est presque le même qu'en France, hein, parce que ça se rattrape, il y a des choses plus chères, mais ça se rattrape sur d'autres choses, quoi. C'est ça, le fromage coûte horriblement cher ici, la charcuterie aussi, le vin plus cher, mais moi je viens du Bordelais, donc le vin c'est pas cher là-bas, Ouais, donc ouais. forcément je suis un peu. Mais voilà, les loyers sont horriblement chers, c'est les mêmes problèmes qu'en France avec Oui, Airbnb qui est trop. oui, tu te retrouves dans une situation d'études, bon, sauf qu'après, là, la vie est, je pense, plus douce qu'en France. Il y Qu'en a un France, ouais, côté ça, plus tranquille. ouais, Il y a un on, côté on plus y tranquille. reviendra Mais voilà, en tout tantôt. cas, ouais, j'ai commencé à travailler un peu moins d'un mois après être arrivé. J'ai Ouais. trouvé un petit job dans un club libertin. Donc voilà, à l'accueil. Donc puis c'était pas considéré comme une industrie du sexe. Ok, vu que tu étais à Donc l'accueil, voilà, c'est ça. puis ça t'a permis de subvenir à tes besoins, C'est et ça. encore même maintenant, t'arrives après à gérer, vu que tu es encore en permis étudiant, donc... Ouais. J'ai travaillé dans ce club-là pendant un an. Ensuite, j'ai travaillé dans un sex shop, c'est très drôle, pendant quelques mois, pendant la pandémie. Euh, Et t'en tirais des salaires de combien, à peu près alors, en 20 heures semaine au club, j'étais à 1100, mais j'étais payé à 15 dollars de l'heure, donc Ok. Ouais, ça fait pas tant, non, tant c'est mine de pas, rien, surtout à Montréal, quoi. pas tant que ça. Le sex shop, c'était très limité, hein, c'était 2 jours semaine, donc ouais, un peu moins 15 heures. Donc c'était pas mirobolant. J'ai eu une bourse pendant un an
un peu l'équivalent des bourses CIFRE en France avec une entreprise, enfin c'est une association. Ouais. Donc, ce qui m'a permis d'avoir des sous et je vis encore là-dessus. Mais j'ai aussi ma directrice de thèse m'a offert des contrats de correction de copie. C'est pas faramineux, mais ça met un peu de beurre dans les épinards. Ouais, ouais. Et depuis septembre dernier, je suis chargé de cours à Ok. l'université, mais c'est très limité, c'est des contrats ponctuels. Ils vont me dire, bah, cette session, il y a X cours disponibles. S'il y en a un qui t'intéresse, tu fais, ah ouais, ça m'intéresse, tu postules et tu es pris ou tu n'es pas pris. Moi, j'ai été pris, mais ce cours de septembre à décembre, bah, le prof a dû récupérer le cours, donc là, en septembre prochain, je ne le donne pas. Et de janvier à là, je donne un cours en sexologie. Mais pareil, je ne sais pas s'il sera Et, disponible. et est-ce que, parce que ça c'est un peu la galère, c'est international, avec les étudiants, bon c'est pas la joie, c'est pas le moment où tu es le plus riche dans ta vie, mais est-ce que par exemple en sortie d'études, en débouché, après en termes de salaire, est-ce que les salaires sont corrects, ça va te permettre d'être, je sais pas, après à terme, que ce soit, je sais pas, que ce soit en tant que prof ou en tant que peut-être que tu peux ouvrir un cabinet De de sociologie. sociologie où tu reçois des gens et tout. Est-ce que c'est des métiers où derrière, pour le nombre d'années d'efforts et d'études faits, ça va être payant, tu trouves ou pas? Non. D'accord, ok, Non, très bien. mais en fait, alors, l'avantage de l'Amérique du Nord, même si je trouve que ça change, c'est plus autant cet Eldorado qu'avant. Néanmoins, le doctorat est reconnu. C'est pas comme en France où il va y avoir un peu cette peur de ça, où on va te dire, non mais t'es surdiplômé, tu es une Formule 1 sur les routes de la Creuse. Hmm. Ça se fait, mais c'est beaucoup trop puissant et rapide pour le type de route qu'il y a dans la Creuse. Donc, le- c'est reconnu. Donc, je sais que je pourrais trouver plus facilement du travail ici, en Amérique du Nord, hein, c'est Mais Canada. les salaires prétendent, les prétentions Les salariales, tu prétentions penses que c'est salariales, à peu j'ai près... aucune idée. parce que tu peux travailler autant dans le social, je pense, que dans le privé. Après, le choix d'être assez large, puis les Ben, payes doivent être modulables suivant ça. moi, je suis chercheur. Je vais être chercheur. Tu veux être Je chercheur. le suis Ouais. déjà. Euh, donc, c'est le problème de beaucoup de gens qui se lancent dans les doctorats, c'est-à-dire que beaucoup d'appelés, peu d'élus, Ouais. grosse concurrence. Alors ce qui est drôle, c'est que ma mère, qui pourtant est infirmière retraitée, donc n'a pas fait de longues études jusqu'au doctorat, mais disait, fais ton doctorat, tu verras après, tu feras journaliste, t'écriras des livres, ou voilà. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'elle puisse me donner, mais j'en discutais avec ma directrice de thèse la semaine dernière. Je disais, je suis inadapté au travail salarié. Que quelqu'un qui va me dire, tu fais ça. Ouais. Non, enfin, je veux dire, à un moment, gars, j'ai un doctorat. Je suis pas Non, mais je t'es suis pas ton indépendant, dieu et quoi. maître, mais à un moment, j'ai les Tu veux une compétences et indépendance. voilà, j'aime ce travail-là de gérer mon temps comme je le veux. Ça prend du temps la recherche. C'est pas juste, je lis un livre et puis j'écris derrière. Oui, oui, C'est oui. là. Oui, puis ça prend peut-être un temps même pour toi de recueil, de digérer ce que tu lis, de penser, de machin. C'est ça, c'est beaucoup. C'est pas juste comme tu dis, je lis et puis je réécris ça d'une autre façon grâce à ChatGPT, puis j'ai fait mon travail de recherche, quoi. Utilisez C'est pas pas, ChatGPT pour la recherche, c'est nul. Enfin, j'ai essayé pour voir, dire attends, on va voir ce que ça donne. C'est super pour les recettes de cuisine. Ok. Ouais, Quand je me suis acheté un Instant Pot, ici un ouais, multicuiseur j'ai pris aussi. incroyable. Et donc, quand des fois, je me dis tiens, bonjour, je lui dis bonjour à ChatGPT, je lui dis Ouais, bonjour, pareil, ouais, je lui j'utilise dis de la même façon. bonjour. J'ai ça, ça et ça dans le frigo. Qu'est-ce que je peux faire à l'instant pot? Et il te sort des recettes et à 90-95% du temps, c'est top. Donc juste pour les recettes de cuisine, c'est vraiment excellent. Pour la recherche académique, genre je me dis ah, tiens, je vais voir s'il sait pour les livres. Donc salut, est-ce que tu peux me faire le résumé de ce livre-là? Et là il me donne le quatrième de couverture. Je dis non mais ça c'est le quatrième de couverture. Fais-moi un Ouais. résumé du contenu. C'est très généraliste. Donc moi je préviens mes étudiants, je leur dis si vous utilisez ça pour écrire, c'est nul. Enfin c'est Ouais. très, ouais bon, mais c'est pas top. Et puis au doctorat de toute façon ça passe plus. Mais voilà, non, le salaire, un prof d'université, je crois que ça peut être à 90 000, 100 000 $ par an Quand en même, début de contrairement à la carrière. France, je pense que Oui, c'est mieux payé. c'est carrément mieux payé. Ouais, ouais. Mais l'inconvénient, c'est que ici, beaucoup de profs sont en burn-out. Ok.
au début de carrière. Alors, il y a des machines, hein. Il y a des Ouais, ouais. gens, Mais ça serait dû à quoi parce que bah, la première année, les premières années, ton emploi n'est pas. Je crois que tu es professeur associé, donc tu dois montrer que tu as une vraie valeur ajoutée pour le département. Donc c'est publier des articles, monter des cours, enseigner, Hmm. chercher des financements, etc. La recherche là-dedans est un peu secondaire. Et donc, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, faut vraiment s'accrocher. Puis surtout, on est très fatigué déjà en ce moment avec la Covid et compagnie, mais la recherche fatigue énormément. Ce qui est paradoxal, hein, hier soir, je me suis couché à 3 heures du matin parce que j'ai eu envie de me faire une partie de Stardew Valley, parce que ça me détendait et que oui, j'aurais pu me coucher, travailler jusqu'à 11 heures et aller me coucher. Mais voilà, pour me lever à 11 heures ce matin et là aujourd'hui ne pas travailler. Donc j'ai un emploi du temps très flexible. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est quand même, c'est difficile de l'expliquer à des gens qui ne sont pas là-dedans, mais c'est un truc permanent. Tu as le cerveau en permanence là-dessus. C'est un plaisir. Mhm. J'adore ça. Trouver Ouais, une je te idée. comprends. Moi, c'est un peu pareil, bah là, notamment avec le podcast et tout. Je suis tout le temps à. Je me suis créé une tâche où au quotidien, pareil, ça, quoi, ça me prend et ouais, j'aime ça, quoi. Mais après, moi, je m'impose plus une façon de travailler, c'est plus moi, ma façon C'est pour ça que l'université, ça me correspondait pas. C'était un peu trop libre. Je sais plus style BTS. Mais je vois ce que tu veux dire dans ce côté où toi, ton rythme, c'est tu t'écoutes et puis tu dis, bon, voilà, tu connais tes capacités. Et quand faut travailler, c'est à fond, tant de temps tu travailles, plutôt que d'être qu'on te dise, ouais, voilà, quoi, fais ça pendant 8 heures, t'es beaucoup moins efficace comme ça, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Mais c'est difficile à expliquer. Comme une anecdote, quand je travaillais sur les bisexualités, j'ai écrit ce mémoire-là, alors 105 pages de l'intro à la conclusion, et je crois que j'étais à 170 ou 190 pages au total. Mhm. Ces 105 pages, je les ai écrites en 15 jours. Mais c'était à coup de 10-12 heures par jour. Et je me souviens un matin, j'ai un lit mezzanine, je le descends donc, en caleçon. Et là, faire oh putain, j'ai une idée. Bon, j'ai super envie de pisser, j'ai envie de me faire un café ou un thé, mais je vais juste écrire ça. Il est 8 heures du matin, t'allumes ton ordi, tu commences à taper. 4 heures plus tard, t'as encore envie de pisser, mais t'es devant ton ordi Ouais, à faire ah, ouais, putain, ouais. c'est Ouais, génial, t'es et plus ce boum, style tu de fais des quantités travailleur-là, ouais. c'est incroyable, j'adore ça. Et puis là, tu te marres, tu te dis bon, c'est un peu dingo, mais c'est vraiment fun. Puis surtout, j'aime aussi beaucoup la vulgarisation, donc c'est que j'essaye aussi de penser à ça et de comment Et, ça peut être utile aux gens et tout et tout. Donc le salaire, je ne sais pas. Puis il y a aussi, peut-être qu'on en reparlera après, mais la question de qu'est-ce que je fais après le doctorat, ça c'est une ouais, question que beaucoup de doctorants se posent, de doctorantes. Et puis aussi, avec la Covid, avec mon âge, j'ai 36 ans, je suis pas, comment dire, les enfants, je suis très neutre vis-à-vis de ça. Je comprends pourquoi on en fait, je comprends pourquoi on n'en fait pas. Mais dans mes rencontres amoureuses aujourd'hui, c'est une question qui arrive assez ouais, rapidement. c'est Sauf clair. que je suis au doctorat et après, le doctorat n'est pas la fin. Après, souvent, on fait un post-doctorat qui est un contrat d'un an, 2 ans, dans une université autre que la sienne, généralement. On part ailleurs. Ça peut être au même pays, hein, ça peut être Ouais, même à ouais. Montréal, aller à l'UDM par exemple. Mais Mais ailleurs, ouais, dans une autre mais université, autre ailleurs, établissement. ça impacte aussi ta carrière parce que c'est aussi un moment où tu vas faire d'autres recherches, que tu vas publier et que là, tu peux postuler à d'autres jobs dans des universités. Sauf que bah, ça peut être ailleurs, donc au Québec, ça peut être ailleurs au Canada, ça peut être ailleurs dans le monde. Hmm. À la fois, l'Europe me manque. Je suis très européen dans le fond, pas enfin, l'Union européenne, Ouais, etc. ouais, non, mais oui, Mais voilà, la vie, géographiquement, dans les alors. références, je suis fondamentalement européen et français aussi. Et donc il y a beaucoup de choses, et là je suis vraiment tiraillé en ce moment entre beaucoup de choses que j'aime au Québec. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai eu cette sensation d'être à la maison. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce que les Premières Nations ou les premiers colons qui sont arrivés là, ça a dû être quelque chose. Ouais, C'est une ouais. espèce de gigantisme. C'est la première remarque. Je me suis fait, le ciel est vraiment plus grand ici. C'est con, c'est le même hein, qu'en France, mais j'avais cette impression d'immensité et de. Il y a un truc, tu vois. Et donc j'aime le Québec pour ça, j'aime cette douceur, c'est plus calme, même si je trouve que ça s'est tendu parce que bah, les inégalités sociales, comme partout, sont en train de crever le plafond, donc les gens sont plus tendus, la Covid a fait du mal. Donc voilà, et à la fois l'Europe me manque aussi, j'aime la France, c'est mon pays, j'ai mes amis, j'ai mes Ouais. proches, relationnellement je fréquente quasiment que des Françaises ici. J'ai beaucoup,
je me sens en décalage. Une amie québécoise m'a dit, c'est vrai que toi, on doit, ça crie français, Ouais, quoi. ouais. Une autre amie québécoise m'a dit, t'es le plus français des Français ici. Non pas que je sois en mode Non, 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 mais stéréotype à râler, mais c'est dans ta façon d'être, quoi, tout simplement, ouais. c'est ça. Mais voilà, je suis dans mes références, dans le second degré, voire le millième degré. Mon ancien colocataire a été en couple avec une anglophone. Et il faisait des blagues très, très second degré, très français en somme. Et elle le regardait à chaque fois premier degré. Ah, mais tu peux pas dire ça. Et j'aime débattre, j'aime. C'est pas ici que ça Et, fonctionne. Ils aiment pas ça et ici. Mais justement, à toi qui est encore bien rattaché à la France et qui a encore bien ces deux visions, maintenant, avec l'âge, le recul et tout, si tu devais, toi, comparer les deux systèmes scolaires français et québécois, là, maintenant, qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on ressortirait? Là, si tu devais comparer les deux dans les plus, les moins, que ce soit même l'éducation en général dans les deux, surtout avec ton côté socio, quoi, maintenant, qu'est-ce que t'en dirais? Quelqu'un qui aurait aucune notion du Québec, quoi, par rapport à la France. alors, les deux avantages de la France, c'est la gratuité des études supérieures. Il y a quand même un peu à payer, mais ça reste, voilà, c'est très peu cher. Donc c'est un gros avantage. Ouais, Avec quand même quelques aides, c'est pas faramineux, mais il y a des choses. Et la rigueur intellectuelle. Non pas que le Québec ne l'est pas, mais je vais l'expliquer après. Mais en France, on est très bon sur le théorique. ok. On a un style d'écriture qui, des fois, peut être un peu raide, un peu, euh, un peu masturbatoire. C'est-à-dire, plus on fait compliqué dans le texte, plus les gens se disent Ouais, Ouah, c'est fantastique. Avantage du Québec et du Canada, même en général, c'est plus simple. Mais dans le sens, c'est plus. Ils, ils se branlent pas la nouille sur du trop théorique, c'est très simple. Leurs articles, leurs recherches, clac, 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 c'est bien, c'est carré, c'est rigoureux, mais c'est plus souple. Eux, ils font beaucoup de terrain, ils sont très bons pour le terrain. d'accord. Sur le théorique, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais en France, on est quand même, Très théorique, ouais, voilà, ouais. on va aller chercher sur les termes, sur les derniers tatins, et on va pousser plus loin. Moins au Québec. Ok, Moins au Québec, je trouve. Donc c'est un avantage et c'est un inconvénient. Ils sont très bons en éthique. Parce qu'en France, on dit, bah, va faire des entretiens avec des gens, il faut que signe un papier. Non, c'est bon. Alors qu'ici, voilà, c'est carré, c'est fait. Voilà. Des fois, un peu trop sur certains points. Tu te dis, ça va, les gens sont pas en sucre. Mais voilà. Inconvénient ici, les études coûtent de l'argent. ouais. On y Alors, revient. c'est un inconvénient et un avantage. L'inconvénient, c'est qu'on paye. L'avantage, c'est que derrière, tu as une qualité de service qui est quand même assez folle. Ouais, ouais, Je suis ouais. pas l'université la plus prestigieuse et la plus riche, surtout du Québec. On a un centre sportif où tu rentres au rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'étage, c'est tout en sous-sol. Donc au troisième sous-sol, il y a une piscine, je crois taille olympique. Au deuxième sous-sol, il y a une piste de course de 159 mètres. Je crois qu'il faut faire 6 tours et demi pour faire 1 kilomètre. Ok, Donc bref, une piste de course intérieure avec un terrain de basket, une équipe de les citadins de Lucam, Go Lucam, qui font des matchs régulièrement. Il y a, alors tu payes un peu plus, mais t'as des cours de danse. ok. Ça va du burlesque au modern jazz, en passant. Enfin, il y a énormément de danse classique. Enfin, il y a il y a des sports de combat, il y a des Ouais, machines, il y c'est a des. vraiment un peu les clubs. Ouais, j'aime pas lire le terme maintenant, mais pour que les gens comprennent, c'est à l'américaine un peu où t'as plein de clubs différents C'est au sein ça. de ton établissement. T'as une grosse vie interne au sein de ton établissement, quoi. Et c'est pas le. Et c'est Lucam, ça fait moins américain. On prend à McGill, Ouais. qu'on appelle Poudlard ici, parce que ça ressemble un peu, les bâtiments avec les pointes et Mhm. compagnie. Bah oui, ils ont ça, c'est les Carabins, je confonds toujours. Je crois que c'est Carabins, c'est à l'Université de Montréal. Enfin, ils ont une équipe de hockey. J'étais voir la finale canadienne universitaire féminine. Et donc, tu avais une patinoire dans la fac et c'est super Ouais, ambiance, ouais. quoi, tu vois. Ouais, c'est d'autres dimensions. C'est une autre dimension, mais c'est très, 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 très américain, ouais, très Et états-unien, quoi. en termes, peut-être si ça pourra intéresser ceux qui nous écoutent, en termes de soirée étudiante, vu que tu as vécu pas mal les deux, est-ce que là, tu as enfin, moi, j'ai des amis en médecine où les soirées de médecine, tout ça, c'est assez. Tu sais, ça se ravage plutôt bien quand même. Les étudiants français sont plutôt bons là-dedans, quoi. Mais est-ce que là, si tu as les mêmes types de soirées, c'est facile d'aller en soirée peut-être chez des gens comme en France ou pas?
Ça se passe comment à ce niveau-là? Alors, j'en ai pas fait des masses parce que moi je suis arrivé Bah ouais, un peu ici, plus. j'avais 30, T'avais passé le 31 rush, quoi. ans, donc moi j'aime bien les soirées, mais je suis plutôt à la maison, et du vin, et ça n'empêche pas de, de- de boire beaucoup, avec modération bien sûr. Mais voilà, je veux dire, j'ai pas fait ces grosses soirées là. Je sais, il y a des programmes, hein, toutes les universités te proposent des interactions avec des visites de la ville, avec des soirées au parc La Fontaine, par exemple à Montréal, qui est un très grand parc, Ouais, j'en ai très entendu parler. agréable. Des gros groupes sont passés là de musique. Ouais, ouais. Il y a ça, donc pour les étudiants qui arrivent août-septembre, il y a des soirées qui sont organisées, des soirées barbecue, parce qu'il est possible de faire des barbecues dans les parcs. Voilà, l'alcool aussi est autorisé si vous avez un repas avec. Parce que Ouais, c'est la seul, subtilité. Ouais, c'est ouais. la subtilité. C'est pas juste un paquet de chips, il faut avoir vraiment un truc un peu consistant, mais ça se fait. Bon, moi, j'ai pas fait tout ça. Des visites même, alors c'est pareil. Il y a des visites gratuites, puis il y a des trucs un peu plus Hmm. payants où tu vas visiter Québec en bus, et puis tu reviens. Voilà, il y a des chalets, il y a des. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais voilà. Je sais qu'il y a des soirées étudiantes qui se font. Je sais pas à quel point. Je sais que au Québec, les choses sont assez compartimentées. Ça m'a surpris en arrivant. Ok. Ça faisait une semaine que j'étais arrivé, puis je discute avec une doctorante à côté de moi, québécoise, sur nos sujets. C'était la fin du cours, et puis on commence à discuter. C'est super intéressant. Je dis, attends, juste 2 secondes, faut que j'aille demander un truc à la prof. Ça va me prendre 5 secondes, je reviens. Je reviens 10 secondes après, elle était partie. Donc je me dis, ah, elle avait peut-être quelque chose de prévu. Ouais, C'est ouais. pas grave, on se reparlera la prochaine fois qu'on se verra. Je suis rentré la fois suivante. Salut. Voilà, c'est Ok. tout ce que j'ai eu droit. Et ça surprend beaucoup. Les Québécois, les Québécois souvent compartimentent vachement. Il y a un côté plus chaleureux dans la société, mais il y a un côté aussi plus froid, mais c'est une autre strate de la. C'est, tu le remarques plus, je pense, quand t'es amené à vivre et tout ça. Ouais, ouais, ce côté. Je vois exactement ce que tu veux dire. Je saurais pas l'expliquer, je saurais pas donner d'exemple, mais je vois ce que tu veux dire, ouais, dans ce côté. T'intègres pas un groupe de la même façon et où tu sociabilises pas de la même façon, tout simplement, ouais. C'est Mm. ça, ça prend plus de temps. Bon, certains Québécois ou Québécoises vont te dire, ouais, c'est parce que beaucoup de Français, on sait qu'ils vont rester pas très longtemps, puis qu'ils vont repartir, donc on veut pas s'attacher. Ok, pourquoi pas, c'est le cas dans certaines personnes. Pour d'autres, bah, il y a beaucoup de Français et de Françaises qui arrivent ici en mode très colon, en Ouais, mode, ouais, ils parlent ouais. français, donc c'est nos cousins. Non, Ouais, ouais, et c'est un puis pourquoi désordre. ça marche comme ça? C'est pas normal ici. Non, mais C'est adapte-toi. c'est ça. Et alors, nous, on en avait rencontré une qui venait d'arriver et qui voulait immigrer, mais qui gueulait sur le fait que dans les supermarchés, les taxes, c'était les prix hors taxes. Mhm. Je dis, oui, mais du coup, si tu veux immigrer, tu vas vivre là toute ta vie. Donc à un moment donné, va falloir s'y faire, quoi. Ou qu'elle aille se nourrir à la SAQ, où là les taxes sont Ouais. Oui. marquées Mm. maintenant. SAQ, c'est la Société des alcools du Québec, c'est les magasins d'État ou Ouais. un peu Parce qu'ici, là, ça, tous les alcools forts et tout ça sont vendus dans des magasins sous d'État. l'État. Ouais. Ouais. Et Donc voilà, donc moi, voilà, le travail permet quand même de rencontrer du monde. Au club où je travaillais, j'ai rencontré des amis québécois, québécoises, mais voilà, ça fait un peu bizarre. Je trouve, mais peut-être chez les plus jeunes, mais ça je l'ai pas vécu, c'est plus simple, plus spontané, mais je trouve qu'il y a moins cette spontanéité qu'on peut avoir en France ou alors c'est avec des Français. ouais, ouais. Souvent c'est avec des Français tu peux être à une table, t'entends la table d'à côté, fais ah, machin, puis tu fais, oh, attendez, je suis pas d'accord avec vous, et hop là, tu te Ouais. fais des contacts et les gens gardent contact. Les Québécois, tu peux passer une soirée entière à discuter avec eux, puis la fois suivante, ils vont t'ignorer. Pas parce qu'ils t'aiment pas, Non, pas ouais, parce que c'est c'est culturel, c'est comme. comme ça, ouais, c'est exactement, c'est comme ça. Et là, pour en revenir plus là, à ton travail, donc on m'a dit, toi, t'es du coup doctorant. Est-ce que tu peux expliquer ta journée de base? Est-ce que tu as une journée de type un peu, genre, sur quoi tu travailles, sur comment ça avance? Qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un doctorant? J'allais dire, mais ça aurait été peut-être un peu court. Je sors de mon lit, j'allume l'ordinateur qui est juste à côté, je m'assois et je travaille. Mais non, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je fais une enquête, alors, à méthode mixte, ce qu'on appelle. Donc, il y a un côté quantitatif, donc statistique. C'est pas moi qui ai à le faire, donc ça va. C'est que je fais partie d'un groupe de recherche et on a fait une grande étude au niveau canadien sur les imaginaires amoureux et intimes des Canadiens et Canadiennes. Ok, Donc, les stats, c'est pas moi qui les fais. Et moi, ma thèse, elle porte sur la question du couple aujourd'hui à travers les relations amoureuses et sexuelles plurielles.
Ok. C'est-à-dire, en gros, pour simplifier, tout ce qui est polyamour, les différents types de polyamour, les différents types de couples ouverts ou couples libres, et les sexualités de groupe, le libertinage typiquement. Donc, c'est un travail long, hein, mais tu fais des hypothèses, tu choisis ta méthode, etc. Là, actuellement, je mène des entretiens. Mhm. Donc, je contacte des gens à l'avance, je leur explique tout comment ça va se passer, l'anonymat, ce qu'ils ont à signer, voilà, tout ça. Et donc, je fais des entretiens qui durent entre 1 heure et quart le plus court à durer et 3 heures le plus long. Ok. Donc, je leur fais parler comme tu fais là, en Ouais. fait. Je les fais parler de ta vie, sauf que de leur vie, et sauf que moi, je Tu donne pas mon cibles, avis. quoi. Je donne pas mon avis, tu vois. Ouais. Je suis là, des fois, les gens me disent, non, non, t'en penses quoi? Et on verra à la fin de l'entretien, parce que voilà, pas influencer la réponse. On travaille, hein, dessus, en Mhm. méthodologie, à dire, mais quand c'est un homme qui interroge une femme, un homme hétérosexuel avec une femme hétérosexuelle, est-ce que ça ne joue pas? Bref, il y a tout un tas, c'est très étudié, ça. Et donc voilà, donc je fais des entretiens, je leur pose des questions, etc. Et après, bah, je rédige ma thèse. Donc va y avoir 5 chapitres. Le chapitre 1 est écrit, le chapitre 2 est presque terminé. Qui est sur chapitre 1, c'est la théorie, enfin théoriquement, contexte, on va dire ça comme ça. Le chapitre 2, c'est le cadre théorique et conceptuel, c'est-à-dire quel concept j'utilise pour ma thèse, pour dire, bah voilà, je vais expliquer ce phénomène-là par ce prisme-là, par ce D'accord, ouais. concept. Chapitre 3, c'est tout ce qui est méthodologie. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi dans tel contexte, comment je justifie. Chapitre 5, c'est les résultats. Et chapitre 4, c'est les résultats. Et chapitre 5, c'est la discussion. Tu dis, bah voilà, Ok. voilà l'analyse que je fais de tout ça. Et est-ce que toi, du coup, durant toutes tes recherches, est-ce que tu as pu faire, toi, des découvertes que tu n'aurais pas pensé? Tu sais, est-ce que tu as découvert des choses où vraiment tu t'es dit, après la conclusion, ah ouais, ok, je viens de comprendre vraiment un gros truc ou quelque chose que tu n'aurais pas toi-même, tu sais, que tu te sois découvert, en fait, durant ce travail-là, quoi. Parce que tu cherches, donc, ce Il que y tu a, trouves. ouais, il y a deux questions en fait dans ce que tu dis à la fois. En fait, c'est un travail un peu permanent donc de réflexion, de questionnement, etc. Et mine de rien, il y a un lien entre tous mes sujets de recherche. Je travaille donc les bisexualités, mais j'en parle au pluriel parce Oui, il y a j'allais y différentes, venir il y a justement après, ouais. il y a différentes formes, différentes façons de la vivre. Puis la ligne rouge, enfin la ligne rouge, le fil rouge pardon, de mes travaux, c'est beaucoup la question de l'amitié. Beaucoup l'amitié comme mode relationnel. C'est-à-dire comment les gens créent à travers l'amitié des liens. Ce qui n'empêche pas des fois la sexualité. Ouais, ouais, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve, on en avait parlé aussi un peu en off, puis j'y reviendrai après. Mais ouais, ouais, Donc, effectivement, cette frontière entre, je dirais, cette triple frontière entre amitié, sexualité et amour, mm, mm. notamment au sein d'un groupe d'amis, par exemple. Je pense que ça t'a dû aussi beaucoup l'étudier, où des amis sont amenés, enfin, quand tu es très ami avec quelqu'un, tu peux te demander, mais est-ce qu'on serait bien ensemble en couple, alors que être ami et être en couple, c'est totalement différent. Et ouais, quoi. Et c'est vrai que c'est. Puis surtout, ça parle de nous, ça parle de notre époque en fait. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est quand j'étais surveillant, c'est dans la loi, hein. Tu dois, si les ados te posent des questions sur la sexualité, tu participes. On a mis ça que aux profs de bio, Hmm. aux profs de SVT, mais en fait non, la loi est claire là-dessus. Ça va des pions jusqu'au directeur ou la directrice. Tu dois participer à ça. Et donc parler de sexualité avec les ados, leur dire mais par exemple voilà, les filles qui vont dire ah non moi j'ai pas de plan cul, je me respecte. Tu leur dis mais le sexe t'aimes ça? Ouais, bah alors, il est où le problème? Du moment que t'es ok, que la personne en face avec qui tu vas coucher est ok, que toi t'es ok, que t'en as envie, qu'il ou elle en a envie, c'est le fun, tu sais, c'est juste. Ah ouais, puis c'est juste leur dire ça, alors tu vois que Oui, puis même tout. la vision de moi, je suis une traînée parce que j'ai couché avec 20 mecs, mais que le mec, lui, c'est souvent plus à cet âge-là au lycée où les gens découvrent leur sexualité, où t'as une fille qui va peut-être en pouvoir enchaîner trois partenaires, mais qu'on va la faire culpabiliser, alors qu'un mec à 16-17 ans, que trois partenaires, on va le mettre sur un piédestal, quoi. Donc c'est sûr que oui, tu peux être amené en tant que pion en plus Hein, à avoir ces problèmes-là bien plus en phase avec la réalité qu'avec le proviseur qui hmm. est moins en contact avec les élèves. Ouais. Aussi, mais ça j'avais eu le cas avec, j'avais fait une intervention dans une classe de seconde. Euh,
c'était une prof de philo qui m'avait invité là, et je leur parlais de normes et normativité. Donc là, on est très dans les sujets sociaux, puis je leur parle bisexualité. Et au moment où je leur parle de ça, je vois deux gamines enfants de salle qui se réveillent, il était 9h, donc il était un peu tôt, mais coup de coude dans les côtes, en mode, puis il y a une qui lève la main à un moment qui fait j'ai une amie. Ouais, une Hmm. amie, ouais. Donc, évidemment, c'était elle et sa copine à côté, je pense, qui a couché avec son amie. Est-ce qu'elle est bi? Et en fait, tu vois, ce moment-là, bah, ça va être la conclusion de mon ouvrage sur les bisexualités. Parce que je me dis, Mais mais donc là, tout est là-dedans, en c'est là où fait. je voulais revenir sur est-ce que bah, tu me l'as très bien fait en off, m'expliquer la différence entre parce qu'on quand on dit bisexualité, on va penser une femme qui va coucher avec un homme et femme ou un homme qui va coucher avec une femme et des hommes. Mais toi, moi, je t'interrogeais sur qu'est-ce que tu entends par les bisexualités. Et du coup, j'aimerais bien qu'on traite de ça avec toi là, maintenant. Euh, Là, je parle de bisexualité, mais en fait, on pourrait revenir à n'importe quelle orientation intime ou sexuelle. Ça dépend. Enfin, les termes aussi en académique. Moi, j'aime beaucoup qu'un concept de Michel Boson, qui est un des spécialistes français de la sexualité, qui parle d'orientation intime, parce qu'il dit que c'est plus complexe que juste le sexe. Mais orientation intime, orientation sexuelle. C'est comment on se dit, comment on dit notre intimité. Et en fait, dans mon étude sur les bisexualités, j'ai eu des personnes qui se revendiquaient bi, mais qui avaient eu, par exemple, une femme qui se revendiquait bi, mais qui n'avait que des relations avec des hommes. Ok. J'ai eu des personnes qui avaient eu des relations sexuelles, des femmes avec d'autres femmes ou des hommes avec des hommes, mais qui se disaient hétéros. Donc en fait, leur sexualité était bi, mais amoureusement, ils disaient hétéro, ou même une personne lesbienne, elle se disait lesbienne, mais elle avait une sexualité qu'on pourrait qualifier de bi. Ok. Euh, qu'il y a des. Comment dire, ça, c'est une personne que j'avais interrogée qui l'avait dit. Elle dit c'est ça qui est énervant. On aimerait bien que ce soit 50-50. Ce serait simple. Mais pour certaines personnes, ça va être 95% et 5%. 95% femmes et 5% hommes. Puis ça varie, ça évolue. Ça aussi, il y a des âges des bisexualités. Vous, tu peux avoir des enfants entre eux qui découvrent le sexe. Puis, le joueur, il s'en fiche complètement. Un garçon avec un garçon, une fille avec une fille. Hey, c'est cool. Les enfants font ça, les adolescents aussi, sauf que là, bon, les ados se rendent compte un peu plus de ce qu'ils font, mais ça arrive aussi, des gens dans les personnes que j'ai interrogées qui avaient eu ça. Il y a des personnes qui font ça à l'université, parce que c'est la période un peu, hey, Ouais. expérimente, c'est foufou, allez. Et puis après, qui n'y reviennent jamais. Et puis, tu as des personnes qui découvrent ça à 40 ans pour des événements complètement imprévus. Voilà, j'ai un homme qui avait été hétéro toute sa vie, une femme, des enfants, et puis un jour qui rencontre un homme. Et alors là, ça a été mes révélations pour lui. Non pas qu'il était homo avant, mais qu'il n'osait pas se l'avouer. Non, il a fait une rencontre. Non, puis moi, tu me parlais aussi de choses plus subtiles où tu peux être, comment dire, euh, enfin la subtilité de t'es pas homo, mais genre, Hmm. enfin il y avait cette Ouais, petite subtilité ouais, là je vois dont ce on parlait, que je trouvais intéressante justement, où chaque enfin chaque peut-être que quelqu'un a en lui chaque truc. Enfin, je te laisse le Ouais, réexpliquer, tu vas mieux savoir le faire que c'est moi. l'échelle de Kinsey qui a été reprise après par Fritz Klein, et non pas le nazi, parce qu'il y a un nazi qui s'appelle Fritz Klein. À Ok, vrai, c'est c'est pas Fritz le même Klein, référent. je crois que c'est juif polonais immigré aux États-Unis, donc pas nazi. Où en gros, Kinsey a fait une échelle de 0 à 6. 0, tu es complètement hétérosexuel. 6, tu es complètement homosexuel. Et 3, tu es bisexuel sans préférence. Et en fait, il a fait une échelle et en fait, il a montré que des personnes qui étaient complètement hétérosexuelles ou complètement homosexuelles, c'était finalement pas si courant que ça. Que les gens, sur l'ensemble de leur vie, pouvaient avoir des désirs, des attirances, des pratiques sexuelles, voire des pratiques de couple avec quelqu'un, soit du même sexe ou du même genre, soit du sexe opposé ou du genre opposé. Que c'était voilà, que c'était bien plus comment dire euh, diversifié qu'on ne pense. Ça peut dire, voilà, j'ai interrogé des personnes qui avaient des désirs qu'on peut qualifier de bi, mais qui sentimentalement et sexuellement avaient toujours été hétéros. Ouais, J'ai une personne qui était lesbienne dans le passé, présentement hétéro, et qui idéalement aurait aimé être bi. Parce que ça, c'est l'échelle de Klein, Fritz Klein, ou Klein, qui a repris l'échelle de Kinsey, puis qui l'a divisée en 3 périodes de temps. Dans le passé, donc toute ta vie jusqu'à il y a un an, présent, donc la dernière année,
et idéalement, si les gens avaient complètement le choix, Ok. qu'est-ce qu'ils feraient? Et en fait, ça fait des variations. Vraiment, il y a des gens qui vont préférer. Et puis en plus, Klein a mis d'autres variables. Il a pris attirance sexuelle, préférence émotionnelle, groupe amical, est-ce que c'est plus dans le milieu hétéro ou dans le milieu queer, fantasme, etc., etc. Et donc, tu as des gens qui, voilà, qui idéalement, par exemple, qui étaient hétéros complets, mais qui idéalement disaient ah ouais, être attiré par autant les hommes que les femmes, ça me plairait, ou Ok. finalement, alors là, c'est très binaire, on parle homme-femme, mais après, si on part sur plus Oui, oui, bien sur le sûr. genre, on pourrait aller encore plus loin, mais c'est ça. Si tu prends les gens qui se disent bisexuels en France, les chiffres varient entre 3 et 5%. Si tu prends les gens qui déclarent des pratiques bisexuelles, ça part de 8% jusqu'à beaucoup. Ah ouais. Ok. Parce que ça va dépendre comment tu te représentes la sexualité, comment... euh, voilà, je prenais cet exemple en off d'une personne avec qui j'ai discuté, une femme qui a couché avec une autre femme, et quand je dis alors ça t'a fait quoi de coucher avec une femme? Et on me dit bah non, c'est pas coucher avec une femme parce que il n'y a pas eu de pénétration profonde comme avec un homme. Donc oui, ça pose des questions sur l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, tout ça, mais d'un autre côté, le fait qu'elle se représente la sexualité comme quelque chose de pénétratif, bah, ça lui a permis De se détacher. de se détacher de ça. Et dans les enquêtes, elle se dira hétéro. Hmm. Parce que on va te dire c'est quoi ton orientation sexuelle, hétéro, homo, Ah bi, ouais, ouais. etc. Et il y a plein de gens qui, une autre personne, là c'est pour ma thèse, j'ai interrogé, qui me disait je suis hétéro flexible. Donc il est hétéro, il préfère les femmes, mais de temps en temps, dans un cadre libertin, les hommes ça le dérange pas. Et Ok. lui, si on fait une enquête statistique, il va répondre hétéro. Ah ouais, ouais. Enfin, Ah il y a de donc grandes ouais, chances qu'il réponde forcément hétéro. Donc ouais. statistiquement, puis il y a des gens vraiment qui ont fait une question d'identité, mais il y en a d'autres qui se sont dit non, je m'en fiche. Hmm. La personne que j'ai interrogée me dit bah, moi ça me permet d'arriver en sous-marin en soirée, de pas être étiqueté l'habit de service, et donc elle couchait qu'avec des femmes hétéros, et genre, hey, c'est Ah ouais. cool quoi, tu vois, mais elle dit voilà, j'en fais pas, Oui, c'est qu'il y a, il y a presque autant de sexualité possible que d'être humain au final. c'est ça. C'est un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais d'un autre côté, moi j'entends souvent ça, ah mais les étiquettes c'est pas utile. Oui, mais enfin c'est pas utile. En fait, c'est mettre des mots sur quelque chose qui peut te troubler. Il y a des Ouais. gens savoir que C'est que bah c'est dans des cas s'il faut pas s'enfermer. Avoir une étiquette potentiellement, mais tant que l'étiquette, tu peux la changer parce que c'est le problème des étiquettes, c'est que généralement ça colle à vie presque une étiquette quoi. mm. Malheureusement. Alors que ouais. Michel Mais ça aide à mettre des mots, comme tu dis, sur des paroles ou des sentiments qu'on ne saurait pas exprimer d'une autre façon quoi. Mm. Michel Foucault l'avait dit, il avait dit si l'identité n'est qu'un jeu, un moyen de créer de nouveaux rapports, des rapports amicaux, artistiques, sexuels, il dit c'est utile. Mais si l'identité devient le principe de l'existence, si la personne doit se demander constamment est-ce que telle chose est conforme à mon identité, il dit là on sera comme les virilités hétérosexuelles traditionnelles en mode ça c'est excusez le terme ça c'est PD ça ne l'est pas la danse c'est pas c'est pour les gonzesses et les sports automobiles c'est pour les gars. Donc Foucault disait bien ça. En fait, si ton identité te permet de te rassurer, de savoir que tu fais partie d'un groupe, parce qu'en fait, c'est ça, c'est Ouais. savoir que tu es intégré. C'est comme une personne hétérosexuelle qui va coucher avec voilà, une femme hétérosexuelle couche avec une autre femme. Le lendemain, si elle tape sur Google, je suis une femme, j'ai toujours été avec des hommes, hier j'ai couché avec une femme, que suis-je? C'est pas pratique. Tu tapes bisexuel, tu as des témoignages, des livres, Ouais. des séries, c'est plus simple. Donc, l'étiquette, si elle te permet de te rattacher à un groupe et de savoir que c'est ok, que t'es pas tout seul ou toute seule, c'est utile. Puis ça te permet de créer des rapports avec les gens, c'est bien. Mais si c'est ah non, ça c'est bi, ça l'est pas, ça c'est C'est nocif là. ça Mm. peut être un peu ça peut être un peu nocif parce que qui va dire ça c'est bi, ça l'est pas, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. pour ça que tu prends la définition de Bicause, qui est la principale association de défense des personnes bisexuelles en France et d'ailleurs pansexuelles. Parce qu'il n'y a pas que les bi, maintenant ils ont rajouté les personnes pan dans leur catégorie, bah, c'est une définition très large Mm. et très vaste. Ouais, ouais, ouais. Attirance sexuelle et ou amoureuse de manière simultanée et ou de succès, enfin qui succède dans le temps. Il y a vraiment une longue définition, elle est très chouette leur définition, mais voilà. Et c'est justement montrer la pluralité, les possibilités relationnelles Et qui. donc faire un livre sur tout ça, je suppose que c'est compliqué, c'est long. C'est long. Ouais. C'est long. T'as déjà bien avancé toi dans tes travaux, tu t'estimes, c'est un
petit instant, disons la promo, ou quand tu penses sortir d'après toi un bouquin, enfin je dirais, sans parler du côté promo, enfin Mhm. vendre le livre, tout ce côté, toute cette partie commerciale, mais plus dans la partie ok, c'est fini, c'est prêt à être Mhm. relié. Combien de temps tu penses à sortir parce que c'est extrêmement long t'as même presque jamais fini, je pense, en final. Alors, t'as jamais fini, d'une part, ça sera mon premier livre, théoriquement, donc t'as un peu la pression. Bah ouais. À la fois, moi, je suis partagé entre la volonté d'être grand public, que les gens comprennent. Il y en a beaucoup hein, de livres maintenant, de gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine, notamment de l'intime, qui sortent des livres. C'est fait avec beaucoup de bonne volonté, mais il y en a certains que je trouve extrêmement mauvais. Et des fois, tu lis, tu fais, c'est pas Ouais. possible. Mais bon, je passe 10-12 heures par jour, moi, sur le sujet. Donc, à un moment, je commence à m'y connaître. Et certains auteurs ou certaines auteurs, voilà, je suis là, ouais, ça vole pas très haut. Mais, quand même, un livre grand public, que les gens puissent se l'approprier, puissent le lire sans que ce soit imbitable. D'un autre côté, je joue, c'est pas, enfin, je me mets peut-être trop la pression, mais je joue aussi euh, pas ma carrière, mais au niveau académique, on me dise ok, il est sérieux, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire quand même travailler, travailler le produit, tu vois, pour que ce soit à la fois sérieux et rigoureux, mais à la fois que ça soit en public. Donc c'est peut-être un travail d'équilibriste. Il Oui, y a parce que puis aussi... je pense que tout l'intérêt notamment quand tu es à la recherche et tout, c'est de te faire comprendre et de te faire. Donc il y a forcément ce côté-là, puis aussi de te faire accepter par tes pairs, donc d'où le côté sérieux et ouais, tout mettre en place. Qu'effectivement, C'est c'est un ça. bel équilibre qu'on va Il trouver. y a aussi le processus créatif. Ça vient pas tous les jours. Ouais. Quand tu es la précarité financière, parce que je suis dedans hein, actuellement, là, voilà, mon cours se termine, donc là, je vais plus avoir de rentrée d'argent. Donc c'est la question, par exemple, en ce moment de, faut que j'écrive ma thèse, mais j'ai besoin d'argent, mais bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enferme? Mais à la fois, tu t'enfermes. Bah, la vie sociale, la vie extérieure, ça fait quand même du bien, donc je fais quoi? Donc ça influe sur le processus créatif. Donc pour écrire même un livre, tu vois, ça prend Mhm. du temps. Puis là, en ce moment, j'écris ma thèse, j'ai quand même des délais à un minimum à tenir, et donc là, je vais faire la thèse. Après la Donc le thèse, sujet de ta thèse, je sais pas si on l'avait dit plus tôt, là, oui, si oui, tu peux oui, sur les ouais, relations ouais. Oui. plurielles, voilà, avec un titre à rallonge, comme toutes les thèses, et un titre provisoire qui sera sûrement changé à la dernière minute, mais voilà, actuellement c'est désir d'altérité au pluriel, évolution de la notion de conjugalité par le prisme du pluripartenariat. Ah voilà, les noms de Voilà. thèse, c'est ça. C'est vrai que j'ai des amis qui en ont fait aussi, puis à chaque fois, c'est des gros noms. Encore moi je le trouve simple, il y a plus compliqué, tu vois, mais bref, donc là le livre, faut que je le finisse, j'ai une structure, mais je pense que je suis pas dans le bon mood actuellement, je vais attendre la fin de la thèse pour le finir. On se Euh, retrouvera encore à ce moment-là ouais, pour ouais, en ouais, parler non, avec grand mais ça, plaisir. voilà, pense fin de thèse, puis surtout il y a le contre-coup de la thèse, parce que à la fois on dit qu'on est fatigué, qu'on travaille comme des fous, des folles, mais souvent, la pré-thèse est aussi un crash assez intense où tu es là, tu fais je fais quoi Ouais, c'est de. un travail intense pendant un temps, puis Ouais, bing, plus et rien. bim, et là tu Ouais. fais ok, je fais quoi. Donc ça peut être un peu. Puis à la fois, moi je serais totalement partisan qu'on ait un congé de 2-3 mois facile après le fin de la thèse, mais ben, à un moment, la vie elle continue à Hmm. tourner. Donc tu es là, tu fais ok, mais il faut que je paye mon loyer. Donc t'enchaînes. Donc il y a des post-thèses qui sont des fois très très déprimantes pour certaines personnes et c'est pas forcément facile à gérer. Donc là, je verrai, fin de thèse, je prendrai du temps pour moi et puis après je me remettrai parce que oui, le dernier ouvrage académique, vraiment, il y en a eu deux en français. Vivre fluide et un autre Ouais, donc ça laisse le champ assez mais c'est libre. pas le dernier a le mérite d'exister mais je trouve pas très intéressant et un autre sur les femmes bi célèbres Ouais, qui a le donc ouais, mérite t'as ta d'exister pierre à aussi. apporter Enfin voilà, j'ai largement, ma quoi, pierre c'est à cool. apporter et je pense que c'est important de le faire. Et à côté de ça, bon, on reviendra après parce que j'ai une session questions des abonnés tout à l'heure qui ont posé des questions en commentaire à te poser. Donc, entre deux, là, je voudrais passer sur la vie parce que ça fait quand même 5 ans que tu es là et à côté, je vais plus passer sur la vie à Montréal. Ouais. En 5 ans de vie à Montréal, bon, bah, comme on l'a bien compris en étudiant et tout, mais euh,
Et si tu peux nous résumer ça, quoi, 5 ans de vie à Montréal, comment tu te sens? Si tu es resté 5 ans, je pense que ça te plaît. Parce que moi, je viens de Québec et Montréal, pour moi, c'est la jungle urbaine. C'est Babylone. Ah ouais, ouais, c'est énervé, il y a beaucoup de monde et tout, mais bah, il y a beaucoup de gens qui trouvent leur compte ici, beaucoup de choses les choses se passent à Montréal, comme on dit. Donc, voilà, depuis ton temps à Montréal, toi, si tu peux bah, nous dire, toi, ton petit quotidien, qu'est-ce que t'aimes ici, tes petites adresses, voilà, quoi, Alors, bon, il y a eu la Covid, hein, donc ça a pas mal bloqué pas mal de choses, etc. Euh, le fait que l'immobilier aussi explose fait que c'est un peu moins insouciant, en mode c'est cool, j'ai mon petit appart, il coûte pas cher. Non, là tu fais c'est mon appart, il me coûte un rein tous les mois, donc au bout d'un moment, bah, Toi, t'as combien à peu près ton appartement en termes de grandeur? C'est quoi? C'est un 4 et 3,5, 4,5? T'es en coloc peut-être? Oui, colocation, je Ok. crois que c'est 8,5, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, donc c'est quoi? C'est 7 chambres? Non, il y a 5 chambres, un salon, on a un solarium. Ok. Et un balcon. Il y a 5 chambres, mais il y en a une qui est un peu petite, donc on s'en sert plus de bureau. Ouais. Une petite chambre, une chambre double et 2 chambres normales, standard, c'est ce que moi j'ai avec mon coloc. On est trois, il y en a un quatrième qui est pas là souvent, mais il est là dans cet appart depuis 20 ans. Des fois il est là, des fois il est pas là. Et voilà, et bien situé, mais j'ai eu de la chance. Beaucoup de Et tu chance. payes combien à peu près? 630 $. Pour une chambre, salle de bain commune, Ouais, une chambre, salle de bain cuisine. commune, cuisine, internet et hydro, parce que ici, hydro, qui est l'équivalent d'EDF, Ouais. c'est l'électricité. Hydro tout compris à 630. Ok. Ce qui est, ça va. Mais voilà, il y a des coûts. Mais Montréal reste quand même une ville très chouette, avec Ouais. beaucoup de petits bars sympas, beaucoup de communautés. Moi, j'aime beaucoup le métal. Il y a de gros concerts ici. Ouais, je vois que tu mets beaucoup de concerts en story les fins de Ouais, semaine, voilà, t'es j'en ai souvent de mis sortie. récemment, ouais, ouais, j'étais voir Catatonia par exemple, j'ai vu Machine Head, je devais aller voir Corpiclani mais ça ne s'est pas fait, j'ai vu Hailstorm, groupe de pirate metal écossais, donc Ok. ça vaut le détour. Voilà, il y a une grosse communauté, il y a plein de en fait ce qu'ici, c'est les gens s'en foutent de la manière dont tu t'habilles dans la rue, etc. C'est-à-dire, pour dire, tous les ans, il y a un festival latex Ok. à Montréal. C'est comme une marche des fiertés, mais pour les amateurs de fétiches et de latex. Très bien. Et tout le monde s'en fout, ou s'en Ouais. calisse, comme ils disent ici. C'est-à-dire que tu peux te balader avec ça dans la rue. Y a Mais pas... L'été, ça c'est, il y a au mois de juillet, il y a les Feux Loto-Québec. C'est une compétition internationale de feux d'artifice, une à 2 fois par semaine. C'est feux d'artifice de 30 minutes, donc c'est pas 3 fusées, hein, ça part. Et en même temps, il y a les pique-niques électroniques, qui est un festival de musique électro sur l'île au milieu du fleuve par Jean Drapeau, donc avec des DJ qui mixent de 14 h à 22 h, très bonne ouais, ambiance, c'est très etc. vivant à Ouais, Montréal, ouais. très vivant. Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Tu peux mettre sociologie en commentaire et t'abonner pour donner de la force, ça nous aide énormément. Et moi je te retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie.